Très bien. Alexander, parlons de la situation dans le détroit d'Ormuz. Des négociations sont clairement en cours. Mais la question est, qui négocie? Est-ce Oman, l'Iran et les États-Unis? Ou bien l'Iran et Oman? L'administration Trump, donne l'impression qu'il participe aux négociations et qu'on est très près d'un accord sur le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme qu'il n'en est rien. Il s'agirait en fait de négociations bilatérales entre Oman et l'Iran. Et il serait très proche d'un accord sur la manière dont Ormuz sera géré à l'avenir. Et si l'on en croit les médias iraniens, c'est un processus qui ne plaira pas aux États-Unis. Alors que se passe-t-il? Eh bien, je suis heureux que vous disiez cela, parce que c'est ce que nous entendons maintenant de la part des Iraniens. Les Iraniens donnent une version complètement différente de l'avancée des négociations. Et je suis désolé de le dire. Enfin, je n'aime pas le dire, mais ils se sont montrés systématiquement plus exacts sur le déroulement des négociations depuis le début de ce conflit, le 28 février. Il y a eu de longues périodes où les Américains affirmaient être en contact direct avec les Iraniens. On disait que des négociations étaient en cours. Or, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de négociations. Il n'y a eu qu'une seule véritable réunion en bonne et due forme entre les Iraniens et les Américains, celle qui s'est tenue à Islamabad il y a quelques mois. Et cela s'est terminé très très vite. Il y a eu des médiateurs, le Pakistan, le Qatar, qui ont fait passer des messages dans les deux sens entre les Iraniens et les Américains. Mais, comme nous l'avons déjà dit, ce n'est même pas vraiment une opération de médiation en bonne et due forme. C'est davantage une sorte de service de messagerie qu'autre chose. Et pourtant, à travers tout cela, nous avons fini par obtenir le protocole d'accord, qui a été en grande partie rédigé, autant que je puisse en juger, par les Iraniens et les Pakistanais, et que Trump a approuvé. Nous avons évoqué le fait que les Américains l'ont signé, mais il n'y a jamais vraiment eu de possibilité que l'administration Trump aille jusqu'au bout. Ce que disent les Iraniens aujourd'hui, c'est que c'est ce qui se passe réellement. Ils sont en négociation avec Oman. Ces négociations portent sur la future gestion du détroit d'Ormuz. Et les Iraniens disent qu'il n'y aura qu'un seul chenal. Il sera géré conjointement par les deux États riverains, Oman et l'Iran. Les navires qui y passeront devront s'acquitter d'un droit fixé de manière discrétionnaire. Il n'est pas question, et il n'est pas possible, d'avoir deux chenaux distincts. L'un sur la côte nord, près de l'Iran, et l'autre sur la côte sud, près d'Oman. Je veux dire, c'est quelque chose que nous avons vu pendant la période du mémorandum d'entente. Les Iraniens ont dit que c'était inacceptable. Il n'y aura qu'un seul chenal, administré conjointement par Oman et l'Iran. Et cela n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est une négociation purement bilatérale. Les Américains n'y participent pas. Et c'est là le point crucial. Le point décisif, c'est qu'ils disent que même si l'Iran et Oman parviennent à un accord commun sur la future gestion du détroit d'Ormuz, cela ne veut pas dire que le détroit d'Ormuz va être rouvert. C'est une question entièrement distincte, qui dépend de la résolution du conflit de fond entre l'Iran et les États-Unis. Nous pourrions donc, et nous aurons probablement, très bientôt, l'annonce d'une sorte d'accord de principe entre Oman et l'Iran. Mais cela ne veut pas dire que le détroit d'Ormuz sera automatiquement rouvert. Et les États-Unis ne soutiendront pas cela. Absolument. Et en fait, je crois que c'était dans le Wall Street Journal. Un article disait que les États-Unis et certains États du Golfe Persique, les Émirats arabes unis, peut-être l'Arabie saoudite, s'opposent fermement à l'ensemble de cet accord. Oman, je dois le préciser, a toujours été un peu à part parmi les États arabes du Golfe Persique. Ils ne s'entendent pas vraiment très bien avec les autres, et ils ont toujours été plus amicaux envers les Iraniens.
Et les Américains n'apprécieront absolument pas que les Iraniens aient, pour l'essentiel, le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'ils puissent imposer un droit de passage et contrôler la navigation à travers le détroit d'Ormuz. Donc pour l'instant, encore une fois, malgré tout l'optimisme qu'on entend, les déclarations de Trump, de Bessent et d'autres, selon lesquelles tout va bientôt s'arranger, que le détroit d'Ormuz va être rouvert, que le trafic maritime pourra reprendre dans le détroit d'Ormuz et qu'il y aura plusieurs mois, 2 mois apparemment, de réouverture temporaire du détroit d'Ormuz. Pour le moment, moi-même, j'ai du mal à comprendre tout cela. Parce que, à moins que les Iraniens ne nous disent quelque chose de complètement différent de ce qui se passe réellement, ce qui est bien sûr possible, mais ne correspond pas à ce que nous avons vu auparavant, en réalité, il se passe moins de choses qu'il n'y paraît. Et je le répète encore, c'est un point que nous avons souvent soulevé dans nos émissions. Il est difficile de comprendre pourquoi, alors que l'Iran et les États-Unis sont en conflit, les Iraniens voudraient relâcher leur contrôle sur le détroit d'Ormuz. Tant qu'ils sont en conflit avec les Américains, garder le détroit d'Ormuz fermé, c'est précisément ce qui leur donne un moyen de pression sur eux. Pour le moment, il ne me semble pas évident que les Iraniens aient intérêt à accepter cela. Eh bien, même si les Iraniens concluaient un accord avec Oman et, disons, rouvraient le détroit d'Ormuz, il resterait le blocus américain contre l'Iran. Les États-Unis lèveraient-ils le blocus pour permettre au pétrole de sortir du détroit d'Ormuz? Les États-Unis choisiraient-ils quels pétroliers peuvent quitter Ormuz et lesquels ne le peuvent pas? Ou bien l'Iran choisirait-il quels pétroliers peuvent quitter Ormuz et lesquels ne le peuvent pas? Eh bien, pour répondre d'abord à la dernière question, si l'Iran doit exercer le contrôle sur le détroit d'Ormuz, alors, par définition, il aurait le droit d'empêcher des pétroliers de traverser le détroit d'Ormuz. Il pourrait dire qu'un pétrolier en particulier doit payer une redevance, qui, comme je l'ai dit, serait discrétionnaire et dont il serait vraisemblablement en droit de fixer le montant. Cela dit, il est concevable qu'une partie de l'accord avec l'Iran précise le niveau et l'ampleur de ces redevances. Mais au bout du compte, la décision reviendrait aux Iraniens. Donc, si ce que nous entendons de la part des Iraniens est vrai, ils conserveront le contrôle du détroit d'Ormuz. Les Iraniens disent, pour en venir maintenant à la question du blocus maritime, qu'il n'est pas possible de rouvrir le détroit d'Ormuz tant que le blocus maritime américain reste en place. Selon certaines informations, il ne s'agira pas d'une redevance, mais d'un fonds qui sera créé entre l'Iran et Oman. Ce sera un fonds volontaire destiné à maintenir Ormuz, et les pays du Golfe ainsi que les Européens y verseront de l'argent. Ce fonds, l'Europe qui paie pour Ormuz. En fait, ça a plutôt du sens. Ça a énormément de sens. Oui. Enfin, qu'en pensez-vous? Je ne veux pas entrer dans les mécanismes de tout cela avant de voir ce que sera réellement l'accord, s'il y a un accord. Mon avis personnel, c'est qu'au bout du compte, tout fonds de ce type qui serait mis en place sera contrôlé par les Iraniens, si ces arrangements sont finalisés. Parce que ce sont les Iraniens qui resteront aux commandes. Donc vous pouvez appeler ça un fonds plutôt qu'une redevance. Vous ne voulez pas appeler ça un péage. Ce n'est absolument pas le vocabulaire que, semble-t-il, les Américains, les Européens, les États du Golfe Persique, même certaines personnes en Iran, les Chinois, enfin tous ces gens-là, veulent voir utiliser. Mais au final, le fait est que d'une manière ou d'une autre, les gens vont devoir payer. C'est ça, l'idée. Et puis vous savez, volontaire, il existe des choses qui sont volontaires, mais aussi obligatoires. Je soupçonne que ce sera l'une d'elles.
C'est une possibilité, parce que l'administration Trump affirme qu'un prélèvement est inacceptable. Oui, oui. Alors, peut-être que la solution de contournement consiste à créer un fonds et que les États-Unis ordonnent à leurs vassaux du Golfe et d'Europe d'y verser de l'argent. Exact. Pour lesquels les pays vassaux vont devoir le faire, n'est-ce pas? Et comme ça, l'administration Trump pourra dire « Vous savez qu'il n'y a pas de contribution en place. Nous ne mettons pas d'argent dans Hormuz, parce que Trump dit toujours qu'Hormuz n'est pas important pour nous. Les Européens en ont besoin. Les pays du Golfe en ont besoin. Mais les États-Unis, eux, n'en ont pas vraiment besoin. Donc il pourra le redire. Il pourra dire que nous n'y mettons pas d'argent et peut-être le présenter comme une sorte de victoire temporaire ou de pause, au moins jusqu'à ce que les États-Unis se réarment. Car nous savons maintenant que les stocks américains sont très faibles et qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour se réarmer. Donc peut-être que ce serait une solution de contournement. Bien sûr, l'Iran et Oman, et plus précisément l'Iran, doivent accepter cela. Absolument. Et je soupçonne qu'en Iran aussi, il y aura une opposition à l'idée de l'accepter. C'est l'autre aspect de la question. Les Américains ne seront peut-être pas satisfaits de cet accord. Et je pense qu'il y a aussi, en Iran même, des gens qui ne seront pas contents de cet accord. Il existe en Iran une faction très virulente, et je le soupçonne, assez puissante, qui estime qu'il est mauvais pour l'Iran d'engager la moindre négociation avec qui que ce soit, avec les Américains évidemment, mais aussi avec les États du Golfe Persique et même avec Oman. Que la bonne décision pour l'Iran, c'est de maintenir le détroit d'Ormuz fermé et d'attendre que les Américains cèdent. C'est comme ça qu'il faut faire. Et en réalité, cette faction en particulier, car c'est une faction, elle ne représente pas l'ensemble des dirigeants iraniens, veut commencer à frapper les États-Unis. Elle veut reprendre la guerre. Ils ont même écrit des articles, je les ai lus, dans lesquels ils disent que la bonne décision pour l'Iran, c'est de ne pas s'arrêter précisément au moment où les stocks d'armes américains sont au plus bas. C'est le moment de continuer les attaques. Oui, mais les États-Unis attaqueront. Je veux dire, les États-Unis manquent d'armes, mais ils ont toujours la capacité de lancer des attaques. Bien sûr que si. En Iran. Donc je comprends ce que pensent les durs, disons, en Iran. Oui, mais cela comporte divers risques, que les États-Unis utilisent peut-être même des armes qui n'ont jusqu'ici pas été utilisées en Iran. Je veux dire, je pense que c'est une politique dangereuse, à la limite de l'irresponsabilité. Et elle risque aussi d'isoler l'Iran. Les Chinois n'apprécieront pas ça. D'autres pays dans le monde non plus. Même le pays qui est peut-être le plus favorable à l'Iran, la Russie, aurait probablement du mal à soutenir une position de ce genre. Mais quoi qu'il en soit, le fait est qu'il existe en Iran une faction qui défend cette ligne. Elle n'est pas sans influence. Elle bénéficie de soutien à l'intérieur du pays. Et cela va rendre les négociations très difficiles. Cela va aussi rendre très difficile pour les Iraniens de faire des concessions, parce que ces concessions doivent ensuite être négociées au sein même de l'Iran. C'est un facteur que les gens en Occident ne comprennent peut-être pas très bien. D'un autre côté, en faisant traîner les choses, vous donnez aux États-Unis la possibilité de se réarmer et de reconstituer leur stock. Ensuite, il y aura une nouvelle frappe contre l'Iran, puis une pause. Les États-Unis se réarmeront et reconstitueront leur stock. Il y aura une autre frappe, une pause, et cela continuera pendant des mois, voire des années. Alors, comment cela se résout-il? Comment résoudre cette situation? Je veux dire, si vous ne pouvez pas la résoudre par la diplomatie, si les deux parties ne se parlent pas, il est très risqué pour l'Iran de passer à l'offensive.
du moins d'une manière qui provoquerait les États-Unis à utiliser des armes plus dévastatrices, plus dangereuses qu'ils n'ont pas utilisées dans ce conflit jusqu'à présent. Si on laisse les choses en l'état, si on maintient tout tel quel, avec le détroit d'Ormuz fermé et sans qu'il se passe vraiment grand-chose, cela donne alors aux États-Unis la possibilité de faire durer cette guerre. C'est clairement ce qu'ils aimeraient faire, ce que veulent certaines forces aux États-Unis. Leur préférence, c'est une guerre longue, durant laquelle ils pourraient frapper l'Iran pendant de nombreux mois et de nombreuses années, jusqu'à obtenir une forme d'effondrement. Absolument. Et bien sûr, il y a la question du pétrole, des réserves de pétrole et tout ça. Et c'est sans aucun doute un facteur majeur qui pèse sur les taux d'intérêt du président et de ses responsables. Alors, qu'est-il arrivé au yen? Nous avons fait une émission. Tout cela. Mais il existe aux États-Unis une faction qui, au fond, ne se préoccupe pas de ces choses-là. Elle dira que les États-Unis peuvent toujours trouver des solutions de contournement. L'économie américaine reste immense. Le dollar conserve sa primauté. Les États-Unis peuvent toujours obtenir, vous savez, le pétrole dont ils ont besoin, où qu'il se trouve. Ils peuvent en obtenir du Venezuela. Ils peuvent faire ceci, faire cela. Ils peuvent même, éventuellement, conclure des accords avec les Russes en sous-main. Mais pour eux, la priorité, c'est de vaincre l'Iran. Donc, encore une fois, il ne faut pas écarter complètement ces idées. Je veux dire, il y aurait de graves problèmes économiques aux États-Unis. Ces problèmes auraient un coût politique considérable. Mais il ne faut pas dire que les États-Unis ne peuvent pas encaisser un choc de cette nature. Les Européens, eux, ne le peuvent peut-être pas. Nous pourrions avoir une crise économique en Europe, mais le type de personne aux États-Unis dont nous parlons ne va pas s'inquiéter de la hausse du coût de la vie aux États-Unis, ni des problèmes de l'économie américaine. Elles ne seront pas gênées par une crise économique en Europe. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Et oui, elles vont s'efforcer de reconstituer leur stock et viseront une guerre longue. Bien sûr, l'Iran lui-même subit de fortes pressions économiques. Je veux dire, la monnaie continue de se déprécier. L'inflation est également élevée en Iran. Les gens y subissent de graves difficultés économiques. Si les États-Unis connaissent des difficultés économiques, l'Iran les connaît à un degré encore plus élevé. Cela dit, on peut soutenir que l'Iran a une plus grande capacité à absorber ces difficultés. Voici ce que je pense être la bonne stratégie pour l'Iran. Je pense qu'il passe trop de temps à parler aux Américains, trop de temps à parler aux Européens. À mon avis, ils devraient plutôt parler à leurs partenaires des BRICS. J'en ai parlé. Nous en avons parlé dans de nombreuses émissions. Ils devraient parler aux Chinois et aux Russes. Ils devraient accélérer les livraisons d'armes en provenance de Russie, et peut-être aussi de Chine, mais certainement de Russie. Ils devraient aller en Chine et dire aux Chinois que ce que nous avons fait auparavant était une énorme erreur. Vous savez, conclure un accord économique avec vous, puis confier tous les contrats à des entreprises occidentales. Nous vous présentons sans équivoque nos excuses. Nous avons été de parfaits imbéciles de faire cela. Obtenir une aide économique et financière chinoise pour stabiliser l'économie iranienne, ce qui ne coûterait pas énormément d'argent, certainement pas à la Chine. Stabiliser l'économie sur le plan intérieur, renforcer l'économie sur le plan militaire et oublier Hormuz. Enfin Hormuz, fermer le détroit d'Hormuz. Je pense, et je sais que beaucoup de gens contestent ce point, que c'est un piège à long terme pour l'Iran lui-même. Beaucoup considèrent que c'est la clé magique de l'Iran, sa solution ultime. Certes, cela exerce temporairement une pression énorme sur l'administration Trump et menace de provoquer une crise économique mondiale. Mais est-ce que cela profite réellement à l'Iran, au final?
Et chaque année qui passe, enfin chaque mois, chaque année qui passe, on trouve davantage de solutions de contournement. L'économie mondiale finit par s'adapter et l'influence de l'Iran finira par commencer à s'éroder, même si le détroit d'Ormuz reste fermé. Les Iraniens le comprenaient très très bien avant le 28 février. C'est pourquoi, avant le 28 février, ils n'ont pas cherché à fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz vous donne un avantage temporaire, mais il n'est que temporaire. Misez sur le maintien indéfini de la fermeture du détroit d'Ormuz est, je pense, au bout du compte, un piège qui isole l'Iran et le place dans une position plus faible. La meilleure chose à faire est donc de remettre l'économie iranienne sur pied, de régler les liens commerciaux avec les partenaires de l'Iran au sein des BRICS, de rééquiper l'Iran d'une armée plus forte. Cela placera alors l'Iran dans une position plus solide lorsque les États-Unis s'en prendront de nouveau à lui, ce qu'ils feront inévitablement. Eh bien, l'Iran ferait mieux de se bouger. Je ne vois pas beaucoup d'activités entre l'Iran et la Russie, ni entre l'Iran et la Chine. Je veux dire, Araghchi a fait quelques déplacements en Chine et en Russie, mais il devrait pratiquement y être installé. Il devrait y aller 1 semaine sur 2. Peut-être qu'il se passe des choses en coulisses dont nous ne savons rien. D'accord, c'est compréhensible. Mais ces 6 derniers mois, je l'ai vu aller seulement 2 ou 3 fois en Chine et 2 ou 3 fois en Russie. Il devrait y être toutes les 2 ou 3 semaines pour essayer de conclure des accords. Je veux juste dire, je veux souligner ce que vous avez dit. À long terme, c'est un piège. Il n'y a aucun doute là-dessus. À long terme, fermer le détroit d'Ormuz est un piège parce que l'économie mondiale, la situation, le pétrole, l'économie pétrolière trouveront des solutions de contournement. Nous en avons parlé dans une vidéo que nous avons enregistrée il y a 1 semaine. Absolument. Des oléoducs seront construits, des solutions de contournement seront imaginées et mises en œuvre. Et ce levier s'affaiblira avec le temps. Mais à court et moyen terme, c'est un point de pression énorme, énorme. Et cela donne à l'Iran un levier considérable à court et moyen terme. Absolument. Ce qui renvoie à la stratégie des États-Unis, qui consiste à faire traîner les choses. Et la stratégie de l'Iran devrait être d'essayer de régler ça rapidement. Enfin, ce sont les 2 stratégies qui s'affrontent ici. Et nous ne devrions pas sous-estimer, un dernier point rapide, la capacité des États-Unis qu'ils ont déjà démontré pouvoir mobiliser à manipuler les marchés pétroliers et le prix du pétrole, et même à intervenir face aux chocs subis par les importateurs nets de pétrole, comme cela a été le cas pour le Japon. Bessène a montré qu'il ferait tout ce qu'il faut pour stabiliser la situation. Il ne faut pas le sous-estimer. Vous avez absolument raison sur tous les points. L'Iran perd beaucoup trop de temps à négocier avec Oman. C'est mon avis personnel. Oman est un petit pays faible. Au bout du compte, ce n'est pas un partenaire de négociation pour l'Iran. Ils peuvent se mettre d'accord sur certaines choses concernant le détroit d'Ormuz et sa gestion, mais les Américains peuvent arriver. Les autres États du Golfe Persique peuvent arriver et dire « Écoutez, peu importe ce que vous avez convenu avec Oman, voilà ce que nous voulons. » Et ils peuvent écarter Oman. Les Iraniens ont globalement passé trop de temps, depuis l'effondrement du JCPOA, à négocier avec les Américains. Je veux dire, tout ce mémorandum d'entente, tout ça à négocier avec les Américains, avec qui les accords ne tiennent jamais. C'est la leçon du JCPOA. Je veux dire, pourquoi sont-ils passés par toute cette histoire de protocole d'accord, alors qu'ils devraient déjà savoir que vous signez un accord avec les États-Unis et que les Américains ne le considéreront pas comme un ensemble cohérent,
mais comme un menu dans lequel ils peuvent choisir les éléments qui les arrangent. Ils devraient négocier avec des pays comme la Chine et la Russie, où vous concluez un accord et il tient. Il est respecté. Donc, allez vers la Chine, concluez avec elle un important accord économique. Je veux dire, c'était sur la table. Ils l'avaient en fait, puis ils ont tout gâché et l'ont jeté aux oubliettes. Ils devraient revenir et dire, écoutez, nous sommes désolés d'avoir fait ça. Cette fois-ci, nous avons vu à quel point nous avions été stupides. Nous sommes maintenant membres des BRICS. Allons de l'avant avec cet accord. Vous avez vu comment nous avons été attaqués. Nous comprenons vos inquiétudes concernant le détroit d'Ormuz. Nous garantissons qu'il sera rouvert. Concluez un grand accord économique avec la Chine qui peut stabiliser l'économie iranienne. Concluez un grand accord économique parce que la Russie a des difficultés économiques, mais aussi des moyens qu'elle peut utiliser pour aider l'Iran. Elle peut fournir du gaz dont l'Iran a apparemment besoin, malgré son potentiel de grand producteur de gaz. Elle peut fournir d'autres choses, d'autres technologies. Concluez un accord économique avec la Russie. Ils ont déjà conclu des accords économiques, mais jusqu'à présent, ils ont été très lents à les mettre en œuvre. Je veux dire, il y a eu beaucoup de récits sur la difficulté de créer des liaisons ferroviaires à travers la mer Caspienne. Et les liaisons ferroviaires entre la Russie et l'Iran étaient très difficiles à réaliser et prendraient une éternité à construire. Et pourtant, on voit bien que l'Iran, quand il le décide, peut construire des chemins de fer et qu'il est capable de bâtir des infrastructures très, très rapidement. Donc, je dois dire que ça ressemble désormais davantage à des excuses pour ne pas aller de l'avant et ne pas faire ce qu'il faut pour créer des corridors solides et viables dans la région de la Caspienne et du Caucase. Il faut donc avancer énergiquement sur ce point et conclure ces accords militaires. Les avions de chasse, les systèmes de défense aérienne, que les Russes avaient proposés il y a des années et que les Iraniens avaient refusés. Tout cela. Et comme je l'ai dit, ces accords se font avec de vrais partenaires et ils tiendront. L'Iran a des raisons de croire, de bonnes raisons de croire, qu'ils seront respectés. Oui, concluez l'accord avec Oman et faites vite d'accord. Trouvez simplement une sorte d'accord avec Oman. Les États-Unis ne vont pas l'aimer. On connaît déjà l'issue. Même si les États-Unis l'aiment, on connaît quand même l'issue. Les États-Unis, ils essayent de gagner du temps. Oui, ils essayent de faire traîner tout ce processus, tout ce conflit, de faire patienter tout le monde pour gagner du temps. Et au bout du compte, obtenir cette ouverture qui leur permettra de provoquer un changement de régime en Iran. Mais l'Iran doit agir vite avec les BRICS. Oui, tout ça me donne vraiment des impressions de l'affaire Assad-Syrie. Il faut que je dise. Vraiment, vraiment. Je connais deux pays différents, deux situations différentes. La Syrie n'avait pas de détroit d'Ormuz. Je comprends tous les arguments. Mais au bout du compte, Assad a traîné les pieds pour conclure des accords avec la Chine et avec la Russie. Il a ignoré l'invitation à Kazan, au sommet des BRICS. Il a choisi une coopération plus étroite et plus forte avec les pays du Golfe, qui sont des vassaux des États-Unis. Et au fil des années, il s'est retrouvé isolé, puis il a été fait. Absolument, dès que l'occasion s'est présentée. Il a aussi rejeté, comme nous l'avons appris, une offre chinoise d'adhérer à l'initiative des nouvelles routes de la soie. Je me souviens lorsqu'un important Chinois, il a choisi l'Occident exactement, les pays du Conseil de coopération du Golfe. Mais L'Occident. oui, exactement. C'est ce qu'il a choisi, exactement. Et les Iraniens, malgré tout, il semble qu'il y ait en Iran un groupe très puissant de gens qui aspirent à faire la même chose. Et vous avez tout à fait raison. Ils s'exposent aux mêmes problèmes. Ce n'est pas que les Iraniens cherchent à faire des compromis.
Je veux dire, vous savez, à faire des compromis sur le détroit d'Ormuz ou sur toutes ces questions-là. Utiliser le détroit d'Ormuz pour essayer d'obtenir un moyen de pression sur les Américains afin de conclure un accord avec eux, c'est une entreprise vaine. Parce que quel que soit l'accord conclu avec les Américains, il ne vaudra pas le papier sur lequel il est écrit. Oui, à un moment ou à un autre, vous allez devoir travailler avec la Chine. Vous n'avez pas le choix. Vous devrez aussi travailler avec la Russie, avec les BRICS à terme. Alors, autant commencer dès maintenant. Exactement. Et vous avez tout à fait raison. Araqchi a effectué quelques déplacements ponctuels en Russie. Je crois qu'il ne s'est rendu que 2 fois en Chine depuis le début de tout ce conflit, ce qui est incroyable en réalité. Et il ne devrait pas y avoir qu'Araqchi. Un grand nombre de responsables iraniens, de responsables économiques, de militaires, tous ces gens-là devraient se rendre régulièrement dans ces 2 capitales. Et ils devraient négocier un accord dès maintenant. C'est ce qu'ils devraient faire. Y a-t-il une chance que les États-Unis demandent à la Chine de ne pas conclure d'accord avec l'Iran? Eh bien, je pense qu'ils l'ont fait. Je pense que Trump a dit exactement cela à Xi Jinping en mars dernier. Et la position chinoise est très simple. La Chine conclut des accords avec qui elle veut. C'est son droit souverain. Ils l'ont toujours dit à propos de tous les pays. Je ne pense pas qu'ils feraient une exception pour l'Iran. D'accord. Le point essentiel concernant Hormuz, c'est ce que vous avez dit. Oui, à long terme, absolument, c'est un piège. À court et moyen terme, cela donne à l'Iran un énorme levier. Mais ils doivent régler ça à court ou moyen terme. Sinon, ça va prendre la même direction que pour Assad. Exactement. Très bien. Nous allons en rester là, sur thirduran.locals.com. Nous sommes sur X, Rumble, nous sommes sur Telegram, nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique du Durand, prenez quelques produits dérivés. Il y a un lien dans la description ci-dessous. Prenez soin de vous.